d'abord, c'est une personnalité extraordinaire qui force l'admiration et la sympathie. Mais ce qu'on est en train de vivre là dans ces jours, c'est le moment où on appartient au même monde. C'est-à-dire où ces très jeunes, 14-15 ans, appartient encore au monde de ceux qui ont survécu à Auschwitz. Demain, on sera dans un autre monde. Et l'élection de Donald Trump nous montre qu'on est vraiment passé dans un autre monde. Il ne sera pas là d'ailleurs, Donald Trump. Il ne sera pas là. Qui rend un peu inquiet sur la Shoah. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce discours très important, l'émotion que ressentent ces jeunes gens, c'est pas suffisant. Il faut aussi apporter des éléments de compréhension. Et il faut rappeler aussi ce qu'a été la montée du nazisme, l'arrivée du nazisme au pouvoir, l'idéologie, car il y avait une idéologie que l'historien Saul Friedlander appelle l'antisémitisme rédempteur, c'est-à-dire cette idée qu'il faut rayer tous les juifs de l'Europe pour assurer le Reich de Milan. Et je suis comme un de ces jeunes, je reste toujours stupéfaite quand je réalise qu'on est allé chercher Anne Frank ou Hilsum en Hollande, à Amsterdam, qu'on est allé chercher Simone Veil, qui était dans le même convoi et qui a d'ailleurs partagé la Koya, le bas-flanc, avec Ginette Kolinka, qu'on est allé la chercher à Nice, Ginette à Avignon, Primo Levi à Turin, Kertész à Hongrie. Donc c'est quelque chose qui reste unique au monde, qui est cette volonté d'extirper une population de la Terre, une population totale, les bébés, les femmes et même les très vieux, qui de toutes les façons n'auraient pas vécu encore très longtemps. Donc je pense qu'il faut réussir à mélanger l'émotion, mais aussi l'analyse. Donc effectivement l'analyse à travers effectivement les témoignages qui restent encore aujourd'hui. L'enjeu c'est donc de ne jamais perdre de vue son humanité, parce que c'est ce que les nazis ont voulu, priver par exemple ces prisonniers de ces camps de toute humanité. L'enjeu, c'est de ne pas perdre l'humanité, mais l'enjeu aussi, c'est de maintenir dans les pays un système politique qui ne nous fasse pas basculer dans des situations où la perte de l'humanité... aujourd'hui ? Je suis très inquiète. Où la perte de l'humanité est en quelque sorte le corollaire de l'installation de ces systèmes de type autoritaire. Et quand on regarde de par le monde, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pays où on perd son humanité, un certain nombre de pays où les femmes n'ont plus du tout d'humanité, je pense à l'Iran ou à l'Afghanistan, et ce sont quand même les systèmes politiques. C'est très dur de garder son humanité quand tout autour de vous implique que vous la perdiez. Je vais revenir quand même à l'historienne que vous êtes. Il y avait tout à faire au départ pour que cette page de l'histoire ne soit pas oubliée. Comment les historiens se sont organisés pour prendre la mesure de ce qui s'est passé et pour raconter tout cela au monde ? Alors ça s'est fait petit à petit. Dans Itinérance, je dresse le portrait des historiens qui m'ont inspiré, de mes grands aînés, Poliakov, Raoul Hilberg, Saul Friedlander. Donc ça s'est fait petit à petit, et on peut dire que jusqu'à la fin des années 70, il y avait très peu de gens. Par exemple, le mémorial aujourd'hui, qui est devenu cette grande institution qui est au centre de la mémoire, a été inauguré en 56, mais c'était une toute petite institution dépourvue de moyens, où travaillaient des gens exceptionnels. Je pense à quelqu'un qui s'appelle Joseph Bilic, qui ont gardé les archives et qui ont fait les premières histoires. Et il a fallu très longtemps, par exemple, pour que l'université s'intéresse à cette question et pour qu'on ait aujourd'hui des enseignements. Moi, quand j'étais au lycée, j'ose pas dire en quelle année, on n'enseignait pas du tout l'histoire de la Shoah. Il a fallu attendre les années 80, l'action de quelqu'un comme Serge Schwarzfeld, pour que cette histoire rentre dans les écoles. Tout le défi maintenant, parce que personne n'est éternel, les survivants disparaissent les uns après les autres assez peu à peu.
Comment faire pour conserver cette mémoire au-delà de ces témoins directs? Alors, je pense que si on n'entre pas dans un monde où la mémoire n'existe pas, on a beaucoup d'outils. D'abord, tous ces témoins ont donné leur témoignage, ont été l'objet de films, ont écrit des livres qui ont été transformés en bande dessinée. Il y a un nombre de films considérable. Donc, il y a des murs, il y a aussi des objets. Des murs, des objets, des lieux témoins. Auschwitz-Birkenau prend une place singulière parce que c'est le lieu qui devient le témoin de la Shoah alors qu'il n'y aura plus de témoins vivants. Et puis surtout, il y a l'histoire qui a été écrite et l'histoire qui continue d'ailleurs à s'écrire et qui est enseignée. On va revenir à Ginette Kolinka, on l'a entendu tout à l'heure, on va la réécouter. Simon Rodier, qui l'a rencontré, lui a demandé s'il fallait pardonner au bourreau. Écoutez sa réponse et on revient vers vous. Pardonner, quand on me dit ce mot-là, mais je bondis. Mais non, mais vous vous rendez compte, toutes ces photos, c'est des enfants qui ont été tués, assassinés. On ne les a pas laissés vivre. Regardez, là je tombe sur une belle petite fille. Vous vous rendez compte, elle aurait maintenant 80 ans, je ne sais pas. Et on les a tuées simplement parce qu'elles étaient juives. Ah non, non, pardonnez jamais, jamais, jamais. Et attention, pardonnez aux nazis. Je fais une très grande différence entre les Allemands de l'époque hitlérienne et ceux de maintenant. Et vous n'aviez pas peur de la mort? Vous ne pensiez pas à la mort? Je n'y pensais pas du tout. Jamais je n'ai pensé à la mort, mais jamais non plus je pensais, quand je reviendrais chez moi, je ferais ci, je ferais ça. Non, je n'ai jamais, jamais pensé au retour non plus. Qu'est-ce que ça vous inspire? Dans aucun des procès, il y a eu des centaines de nazis qui ont été mis en procès. Ils n'ont jamais demandé pardon. Non seulement ils n'ont jamais demandé pardon, mais en règle générale, ils n'ont pas reconnu leurs crimes et ils se sont toujours défaussés en disant qu'ils avaient obéi aux hommes, qu'ils ne savaient pas. Donc, elle a raison. C'est un problème qui n'existe plus aujourd'hui parce que les nazis sont comme les survivants. Ils sont maintenant... il n'en reste plus. Mais surtout, ils n'ont jamais demandé pardon. Ginette Kolinka le disait, je vous demande de répondre très rapidement. Elle ne pensait pas à la mort, elle ne voyait pas non plus une perspective de retour. Qu'est-ce que l'on sait, par exemple, des gens qui ont vécu à ces camps? Est-ce qu'ils ont retrouvé un équilibre? Est-ce qu'ils ont sombré? Est-ce qu'on a une tendance Alors, le globale? retour a été très difficile. Dans Itinérance, je donne une longue interview que j'ai faite de Simone Veil en 90 ou 91, uniquement sur son retour. Mais ensuite, ils ont construit des vies, et parfois des vies ordinaires, ce qui n'est pas méprisant, comme Ginette, qui a travaillé sur le marché d'Aubervilliers pendant toute sa vie, qui s'est mariée, qui a eu un fils. Donc ils ont, pour un certain nombre d'entre eux, fondé des familles, eu des professions et eu des réussites. Je pense Simone Veil, notable, voilà. Et il y a ceux qui ne se sont jamais réadaptés. Et il y a eu, par exemple, un certain nombre de suicides très vite après l'ouverture des camps et le retour. L'historienne Annette Viviorca était notre invitée pour nous accompagner en ce jour de commémoration, 80e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau. Son dernier ouvrage, Itinérance, est paru en France chez Albin Michel. Merci infiniment, Annette Viviorca, d'être passée par le journal de TV5 Monde. Merci.